Bonjour, vous êtes sur Jade FM avec Sophie et Véro pour La vie rêvée des femmes. Bonjour Sophie. Bonjour Véro. Comme à chaque émission, nous recevons une invitée et aujourd'hui, cette invitée est Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Véro, bonjour Sophie. Bonjour Fabienne. 8e volet de cette chronique où chacune de nos invitées vient répondre à nos questions. Aujourd'hui, Fabienne, vous avez accepté de nous parler d'un drame qui a bouleversé votre vie. Vous avez subi un viol sous soumission chimique. Nous savons que vous avez eu le courage de raconter plusieurs fois votre histoire. Malgré tout, vous avez bien voulu, pour cette émission La vie rêvée des femmes, témoigner une fois de plus, éprouvé par votre présence, que la vie des femmes est bien loin d'être toujours rêvée. Nous vous écoutons, Fabienne ? Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Fabienne, j'ai 55 ans. Je travaille à l'administration d'un établissement scolaire en Loire-Atlantique. Je suis maman de 2 enfants, donc ma fille a 20 ans, elle est encore étudiante, et mon fils a 25 ans. Il a quitté la maison à sa majorité. J'ai pris beaucoup de plaisir à élever mes enfants. Suite à un divorce, je suis restée seule pour le faire. On a été tous les trois dans une vie assez épanouie, on va dire, puisque on s'est dirigé principalement vers le sport. Donc mon fils était dans le foot et ma fille et moi dans les sports de combat. Le judo principalement, et depuis ma fille fait des championnats de jiu-jitsu maintenant. Elle est gradée à un certain niveau que j'ai pas atteint moi-même. Donc, je suis assez fière de mes enfants, on va dire. D'accord. Par la suite... Une famille sportive. Voilà, j'ai toujours aimé le sport et toujours pris à faire attention à mon hygiène de vie, on va dire, à ce qu'on mangeait, à avoir un bon équilibre mental. D'ailleurs, mes enfants ont un mental d'acier. Je pense leur avoir donné, inculqué un peu de valeur dans la vie pour essayer de faire en sorte qu'ils réussissent avec leur propre choix, leur propre envie. Voilà. Donc, je suis plus proche de ma fille aujourd'hui. Puisqu'elle est restée à la maison plus longtemps. D'ailleurs, elle est encore tous les week-ends à venir me voir, puisqu'elle étudie sur Nantes. Voilà. Donc, maman solo, pas mal d'années, voilà. Une vie rangée, calme. Oui, assez calme, parce que j'ai jamais été quelqu'un à faire des folies. On va dire que je suis pas quelqu'un qui sort dehors, aller dans des fiestas ou aller en discothèque ou tout ça. Je suis même dans les cafés, puisque j'ai pris mon rôle de maman très au sérieux, étant donné que moi-même, j'ai pas eu la chance d'avoir une maman maternelle. Je suis une fille de la DAS, hein, donc j'ai connu ma mère, mais on va dire qu'elle n'était pas vraiment une maman qui était fière de l'être. Pourtant, je suis née le jour de la fête des mères, mais... c'est bien triste d'entendre ça. Alors, du coup, bon, vous avez accepté de venir nous parler parce qu'il s'est passé quelque chose forcément qui, comme on disait, a marqué votre vie. Est-ce que vous vous sentez prête à nous raconter Tout à fait. En fait, c'était un dimanche midi. Comme j'avais par habitude d'aller au marché acheter mes huîtres, ce jour-là, j'ai fait en sorte de prendre un bout de poulet aussi, puisque ma fille avait invité une copine. On devait manger ensemble toutes les 3. Et je passe en sortant des Halles devant une boutique qui était ouverte depuis quelques mois. Et un monsieur était devant, c'était le commerçant. J'avais vu sur Facebook l'inauguration qui s'était faite avec le maire de la ville, et j'avais même donné un commentaire où je serais une des premières clientes. Donc je m'avance devant lui pour lui serrer la main, puis ce monsieur très avenant me fait carrément la bise, hein, ce qui m'a un peu surpris sur le coup, mais je pense qu'il avait déjà vu mon profil sur Facebook aussi, en fait, lié à mon commentaire. Et à l'époque, j'étais pêcheuse. Je me mettais en maillot de bain sur mes photos parce que je pêchais en fait sur bateau. Donc peut-être que déjà, il avait eu un petit clin d'œil pour moi. Je ne sais pas. Ceci dit, il était très familier. J'aurais dû peut-être me méfier, mais je suis quelqu'un de très... Confiant. On va dire assez naïve et familière aussi, puisque j'aime les gens en fait. Mais tout le monde... Donc, côté humain, avenante en étant dans la réserve. Voilà. Okay. Donc, ça s'est passé quand ? En quelle année ?
À Alors, peu près, c'était vous vous un souvenez? dimanche 13 octobre. Et on va dire que quand j'ai vu ce fromager, je suis rentrée dans sa boutique lui prendre du fromage et j'ai vu qu'il vendait des bouteilles de vin, dont une particulièrement qui m'a attirée puisqu'elle avait le Christ, hein, la croix. Et je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai prise. Et il m'a dit: «Ah, c'est ma bouteille la plus chère. Ça serait quand même dommage de la prendre, de l'acheter pour l'offrir sans y goûter.» Donc, il m'a proposé d'y goûter. J'ai refusé 2 fois, puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Après tout, c'est pas idiot, quoi, hein, autant de savoir quel goût a ce vin.» Il m'avait préparé des petits bouts de fromage et de jambon. Donc j'ai demandé à ma fille et son amie, de prendre les courses et de passer devant, que j'allais, les suivre à l'instant puisque je comptais, juste goûter ce Mmh. vin et partir, hein. Je me suis dit: «Si on discute 5 minutes, ça sera bon, quoi.» Seulement, dès que j'ai goûté le vin, j'étais sur une grande barrique, des sièges très hauts et en fait, je me suis sentie bizarre, hein. Dès les 3 premières gorgées, j'ai eu, la bouche, hein, très pâteuse, hein. J'avais très, très soif, hein, et je me sentais pas bien du tout, mais dans un état que je n'avais jamais été avant. Donc j'ai commencé à lui demander de l'eau en tirant sur mon col, en fait, et je transpirais et j'ai vu, 2 têtes. Je sais que c'était des amis à lui, 2 têtes, qui ont apparu dans le commerce près de la porte, hein, et il leur a fait signe d'attendre ou de partir. Donc j'ai posé la question, bon déjà j'étais à trouver bizarre qu'il me donne pas d'eau et qu'il se souciait pas de mon mal-être, et il dit: «Bah non, non, c'est des amis, mais j'ai pas besoin d'eux pour une fois, je vais rentrer la terrasse tout seul, pardon.» Mmh. Et du coup, j'étais pas en état de réfléchir de toute façon. Il a fermé Oui. le rideau. Et au moment où il a fermé le rideau et que le noir est apparu, bah, Mmh. j'ai fait comme un burn-out, en fait. Je suis fait un blackout, je sais pas comment on dit. Je Mmh. suis tombée à la renverse Mmh. et j'ai plus de. Bah, ça De s'est arrêté souvenirs. pendant quelques heures où j'ai pas du tout de souvenir sur l'instant T de ce qui m'est arrivé. Je découvrais par la suite que si on est victime de soumission chimique, on peut être 4 à 6 heures endormi pendant qu'on abuse de nous, en fait. Donc ça, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Mmh. C'est que par la suite, j'ai des flashs, en fait, qui me sont Mmh. revenus, hein, les jours suivants. Et je me souviens, donc on m'a mis dans un 4x4 Mmh. pour m'amener donc du coup chez lui. On était tous les deux. Et je me suis retrouvée chez lui nue, donc j'étais pas à l'aise, hein. Je lui ai dit: «Mais je me sens pas bien comme ça, je suis assez pudique.» Et il m'a donné un caleçon bleu à Mmh. lui, donc jamais j'aurais mis un caleçon, d'un homme déjà, ça se fait pas. Mais là, je peux pas vous expliquer pourquoi, je me retrouve dans ce jacuzzi avec ce caleçon. Il se passe entre nous, des baisers, des mains portées sur mon corps, et je sais pas aussi combien de temps ça dure. Je sais qu'il y a de la musique qu'il avait mis avec le téléphone. Il est parti chercher en disant qu'il voulait m'offrir du champagne, Mmh. et quand il m'a donné la coupe, je lui ai dit: «Non, non, j'ai encore envie d'eau, je me sens, vraiment, encore à avoir très soif.» Et il n'y a pas prêté attention, il m'a plutôt proposé d'aller dans sa chambre. Et en sortant, de ce jacuzzi, puisque j'ai pas la notion, en fait, Oui, du entre temps, le en plus. jacuzzi et sa chambre. Mmh. Je vois bien qu'il y a des coupures, hein, je me souviens par flash. Je sais que je suis passée dans son salon, et que j'ai vu un saladier de médicaments, blancs et bleus, et que ça m'a interpellée énormément parce que, les médicaments, pour moi, ils sont dans des opercules, hein, et j'en avais jamais vu autant, et c'est là qu'il s'est effrayé parce que j'étais comme dans un nuage toute floue, en fait, toute molle, et je m'approchais de ce saladier et il arrivait en disant: «Oh là là, malheureuse!» Et il m'a agrippée, l'air de dire: «Touche pas à ça.» Et il Mmh. m'a amenée vite fait dans sa chambre, et là, effectivement, il s'est passé un moment très intense. Mais quand je dis intense, c'est pas que j'ai apprécié, c'est que c'est le brouillard. C'est Mmh. qu'en fait, c'est un moment où je lui tape dessus sans savoir si je me débat
ou si je suis en train de lui dire vas-y, continue, comme si j'étais quelqu'un qui n'était pas moi-même en fait, parce que moi je suis pas comme ça. Moi déjà, j'embrasse pas quelqu'un que je connais pas. Je me Mhm. retrouve pas chez lui, surtout nue, alors que j'ai jamais été là-bas et que je j'avais pas l'intention d'y aller. Et Mhm. puis avoir un rapport sexuel, déjà moi je fais attention de connaître la personne, qu'on ait fait une prise de sang, qu'il y ait un préservatif pour voir s'il y a pas une maladie. Bien Surtout que lui, sûr. il avait une dent en moins, donc bon, tout. Moi, j'ai très peur du sida, hein. Mm. Donc même si je respecte toute personne malade, Bien j'ai sûr. pas envie d'être malade moi-même. Bien Donc sûr. tout ne correspondait en rien avec mon état d'esprit. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris conscience qu'il s'était écoulé plusieurs heures, dans le sens que ma fille, qui me voit arriver, était Mhm. effrayée en me disant: mais maman, je me suis super inquiétée, hein. J'ai pas arrêté de t'appeler, tu répondais pas, Mm. c'est pas ton habitude. Et effectivement, mon Mhm. téléphone, je l'ai complètement zappé cette journée-là, hein. Moi qui ai toujours le téléphone à la main. Et Mm. puis elle me dit: on t'attendait pour manger, j'ai failli appeler la police, tu m'as jamais fait ça. Et en fait, j'étais tellement pas bien, Oui. comme encore endormie, que j'ai été me coucher. J'ai pas Mhm. du tout Oui, donc, pris cas sur le moment même de ces craintes. d'accord. Donc, vous êtes allé vous coucher. Donc, les heures qui ont suivi ont été quand même, on peut dire, très difficiles. Mais malgré tout, est-ce Ah que... bah, sur le moment, j'ai beaucoup dormi, Oui, j'étais assommée. Et non, c'est pas que ça a été difficile, c'est que j'ai pas conscience du lendemain. Donc j'ai été travailler en oubliant cette journée. d'accord. Donc, vous Donc aviez, dès le lendemain, plus ou moins ça a duré 2 oublié. jours. Ça a D'accord, duré 2 jours d'accord, où j'ai un vide de ma vie, quoi. Et d'accord. le mardi, je l'ai contacté, via les réseaux pour lui Mm. dire: «Mais il y a un truc, qui va pas». Et c'est là qu'il m'a répondu tout de suite: «Non mais attends, on était consentants, Mhm. tous les 2, on était adultes, hein. On est adultes et tu étais consentante». Donc, il a Plutôt. confirmé par ses propos qu'il s'était bien passé quelque chose. Donc, ce Oui, qui vous mais avoue en fait, certainement bah, il s'était prouvé passé quelque que... chose, mais ce qui était étrange, c'est que il était sur la défensive. Oui, Moi, je n'étais pas du tout en colère ou lui demander pourquoi on avait eu un rapport. J'étais plus en train de vouloir demander pourquoi, dans quel état il m'avait trouvé, ou parce que moi, je pensais que c'était quelqu'un de gentil. J'étais pas encore à imaginer que c'était un monstre. Et vous aviez déjà entendu parler, à cette époque-là, de soumission chimique? Pas du tout. Est-ce que vous avez eu cette Pas du pensée-là? tout, pas Pas du du tout. tout. J'avais aucune conscience de soumission chimique, et c'est pour ça que justement, il y avait quelque chose qui me torturait l'esprit, à me dire que c'était pas normal, que j'étais pas moi-même. Comment j'ai pu réagir ainsi? En fait, je m'en voulais plus à moi-même qu'à lui. Mais par contre, sa façon de me répondre, en étant, sur la défensive telle, qu'il était, m'a donné un soupçon qu'il y avait quelque chose, à creuser. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Et ben, c'est là qu'il m'a dit: «Écoute, si tu veux savoir, tu qu'à venir chez moi et on en parlera». Et là, je dis: «Bah, c'est qu'il a quelque chose à me dire». Et puis, je me suis dit: «De toute façon, ça va être la seule manière de pouvoir, me rappeler des choses. Peut-être que je vais revoir ce saladier de médicaments, peut-être que je vais me rappeler du jacuzzi, du salon, je vais voir où est sa chambre. Comment c'est possible que je me souviens pas d'aller d'une pièce à une autre?» et cetera. Pour moi, c'était, de toute façon, invraisemblable que je n'y aille pas. J'étais obligée de m'y rendre pour avoir, une réponse à ce qui m'était arrivé. Mais, comme je n'avais pas, conscience que, j'avais été violée, pour moi, il y avait pas de danger, en fait. Ah oui, C'est pour ça. j'allais vous demander si vous étiez consciente du danger, Mais mais non, non, ben il n'y non, avait pas de c'est danger. ça, c'est que les gens qui ont entendu, mes reportages, en télévisé, j'ai eu des commentaires qui disaient: «Mais comment ça se fait qu'elle est retournée?» Ben, je l'explique aujourd'hui. C'est que, et d'ailleurs merci de me donner la chance de l'expliquer. C'est que en fait, je n'avais pas du tout conscience que, c'était dangereux et Et, qu'il était, quelqu'un de monstrueux. et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé chez lui? Eh bien, je suis arrivée chez lui, quand même avec un minimum de doute que, bah, c'était pas le moment, parce que j'y étais le soir, hein, à la sortie d'un karaoké. Je sortais, j'étais bien, ce samedi-là, c'était le 19 octobre, 2019. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'y vais». C'était sur ma route en plus, hein, du karaoké à chez moi, je passais devant chez lui. Et puis, j'ai eu l'impression de me perdre à un moment donné, donc je l'ai appelé pour lui dire: «Oh bah, non, non, je vais pas venir», parce qu'au fond de moi, je savais pas trop s'il fallait que j'y aille. Il y avait quand même quelque chose qui me retenait. Puis en fait, il était sur le palier.
J'étais juste devant lui sans m'en rendre compte. Il me fait, mais t'es con, quoi, je suis là, t'es devant chez moi. Et du coup, je lui dis, ah ouais, ok. Donc, j'avais plus d'excuses. J'ai éteint mon contact. Je me suis dirigée vers lui. Mais en allant vers lui, j'avais juste vu sa tête qui dépassait de sa porte. Et du coup, je prends peur. Donc, je vais pour faire marche arrière, sauf qu'il m'a agrippée par le cou. Et quand il m'a agrippée par le cou, ça a été très vite. Il m'a fait rentrer chez lui de force. On a traversé le salon. J'ai franchement pas eu le temps de voir le saladier de médicaments puisque je me suis retrouvée direct dans sa chambre. Il faisait noir. Il m'a poussée. Et comme moi, j'ai un problème à mon oreille interne, je suis atteinte de surdité. J'ai une perte d'équilibre très facile, donc je suis tombée sur les genoux. De toute façon, je pense que tout le monde serait tombé parce qu'il avait de la force. Et là, direct, ça a été très, très vite. J'ai mis mes mains, je lui ai fait « Non, non, tu vas me faire mal ». Là, j'ai tellement été tétanisée que, en fait, mon cerveau s'est déconnecté de mon corps. Il est parti en haut, à gauche. Et je me suis vue comme une poupée de chiffon. Je sentais plus rien, en fait. Comme si j'avais pas la notion encore du temps qui s'écoule. Mais là, pourtant, j'étais pas droguée. Mais j'étais tétanisée, en fait. Et c'était un viol, en fait. Là, c'était un viol de force qui était tellement horrible que quand il a terminé son acte, il m'a pris et il m'a fracassé contre le mur. Et il m'a fait « Mais non, tu fermes ta gueule !» Et c'est là que cette violence que j'ai reçue était tellement forte que j'ai repris conscience. Mon cerveau est revenu. Je sais pas comment, pour vous l'expliquer. Et quand j'ai vu mes clés et mon sac par terre, je tremblais de partout. Je les ai ramassés et je les regardais et il était en train de sourire. C'est ce qui m'a vraiment énervée parce que j'ai pris conscience de l'horrible personnage que c'était. Et il m'a regardé avec son sourire en me disant bon, bah, moi, je vais dormir parce que moi, je travaille demain. Je lui ai répondu mais t'aurais mieux fait de te payer une pute. Et je suis partie. Donc, à ce moment-là, vous reprenez vos esprits, l'énergie de rassembler vos affaires, de vous enfuir. Donc, Fabienne, vous venez de vous faire violer une deuxième fois par votre agresseur, cette fois-ci en pleine conscience. Vous êtes retournée chez lui pour comprendre ce qui était arrivé, mais cette fois, vous ne gardez pas ça pour vous. On peut supposer que cette fois-ci, vous avez envie d'en parler. Eh bien, en sortant de chez lui, j'ai eu la chance déjà de trouver que la porte n'était pas fermée à clé. Donc j'ai pu sortir. C'est déjà, j'étais pas morte. Donc c'était une satisfaction pour moi parce que je pensais vraiment y rester. Je suis remontée dans ma voiture en tremblant de partout et le premier réflexe que j'ai eu, tellement j'avais eu peur et j'étais contente d'être vivante, c'est d'appeler un ami. D'accord. Et donc, je lui révèle exactement ce qui s'est passé. Et cet ami-là, qui est quand même quelqu'un de confiance à l'époque, assez intelligent d'ailleurs, il me dit, mais Fabienne, tu sais comment ça s'appelle ça? Et je lui dis non. Et il me dit, ben, ça s'appelle un viol. Et au moment où il me parle de ce viol, le mot que j'entends ne me plaît pas et me tétanise encore une deuxième fois parce que je veux pas. Il n'est pas pensable qu'à 50 ans, ça m'arrive à moi. J'avais jamais eu affaire à ça auparavant, mais je savais que c'était terrible et je voulais pas qu'on sache. J'avais honte. Je me suis dit, mais non, pas moi. Et je lui ai dit, écoute, tu te tais, tu dis rien, tu oublies ce que je t'ai dit. Et je raccroche. Et voilà. Aujourd'hui, je lui en veux, parce que je pense que s'il avait appelé la police pour les amener chez moi et vérifier dans quel état j'étais, j'aurais tout de suite parlé à la police et il y aurait obligatoirement une enquête et ce serait bien passé pour moi. Voilà. Et donc, seulement, il a gardé le silence. C'était un déni, en fait. Pourquoi Moi, lui, il a gardé le silence, cet ami, et moi, j'ai du coup gardé le silence aussi. En tant que victime et j'ai mis ça sous le placard dans ma tête. J'ai dit j'en parlerai plus jamais et j'ai plus voulu y penser. Donc c'est comme je pense quand on parle des dénis de grossesse, la femme elle est pas consciente qu'elle est enceinte. Moi j'étais pas consciente que j'avais été violée parce que vous ne vous voulez pas et j'ai vécu comme ça 4 mois. En faisant comme si la vie était normale. Et jusqu'ici, tout allait bien. Même mon corps ne m'avait pas montré d'alerte au niveau de douleur, ce qui est assez étrange, en fait. Et c'est un dimanche où je vais chez mon frère. Sur le trajet, je prends la décision d'en parler à ma fille qui voyait quand même bien que je lui avais toujours pas répondu de pourquoi j'étais rentrée si tard ce fameux jour et que depuis, je ne sortais quand même pas de chez moi, en fait. Je restais isolée à la maison. Et donc, dans mon déni, j'avais quand même une certaine protection sociale que je me mettais en place.
inconsciemment. Et donc, je lui révèle ce qui m'est arrivé pour qu'elle sache elle-même que ça peut arriver à des jeunes filles, que je ne voudrais pas que ça lui arrive. Donc, elle est terrifiée et elle me dit, maman, il ne faudra pas garder ça pour toi. Et il s'avère qu'en arrivant chez mon frère, qui lui faisait une synthèse sur Sarah David-Bol, sur le viol dans le milieu sportif, en fait, suite au livre de Sarah David-Bol qui expliquait elle-même s'être fait violer à ses 15 ans par son manager, enfin, je ne sais pas comment on dit. Entraîneur. Et du coup, mon frère... Pardon, je vous coupe, Fabienne. Pour rappel, donc Sarah David-Bol, championne de patinage artistique, donc qui a été abusée par son entraîneur dès l'âge de 15 ans. Voilà. Donc voilà, je vous laisse reprendre, excusez-moi. C'est ça, et du coup, mon frère avait fait une synthèse là-dessus, et comme par habitude de me la faire lire et me demander mon avis, il me pose la question si ça m'intéresse, et là je fonds en larmes. Et je ne peux pas, je ne suis pas en état de l'écouter et de lire ce qu'il a écrit, et il ne comprend pas, et il ne m'a jamais vu comme ça. Donc ma fille, elle me dit, maman, c'est le moment de lui dire, donc je lui avoue. En fait, je prends mon courage à deux mains et je lui mime carrément toute la scène de cette journée chez mon agresseur. Mon frère, qui a travaillé auprès des enfants qui ont connu l'inceste, me dit, écoute, Fabienne, non seulement tu es ma sœur, mais en plus, ça a été mon métier, donc je sais déceler le vrai du faux. Je sais que tu me dis la vérité. Je sais que c'est vrai. Du coup, je m'assois et je suis soulagée déjà d'entendre la première parole d'une personne à qui je viens de révéler les faits qui me réconforte. C'est mon frère. Et il me dit, par contre, il va falloir que tu portes plainte. Et là... donc ça, c'était 4 mois environ après le 19 octobre. Et c'est à ce moment-là que vous avez porté plainte ? Oui. C'est-à-dire que là, sur le moment, je refuse en disant à mon frère que je n'aurais pas le courage. Puis en fait, je réalise qu'il a raison, qu'il faut que je montre à ma fille que je suis plus forte que ça. Et donc, je vais d'abord à la RH de mon travail pour leur expliquer ce qui m'est arrivé. Directement, ils appellent le médecin parce qu'au moment où je leur explique à eux, par contre, je me fais pipi dessus tellement je suis encore en choc post-traumatique. Je vais découvrir par la suite que toutes les séquelles de ce viol vont arriver petit à petit. Donc ça, c'est un premier fait. Et je me retrouve donc chez le médecin qui me met 7 jours d'ITT, mais sans qu'il ait conscience lui-même que je parlais de soumission chimique, puisque je lui parlais de deuxième viol, mais j'avais pas conscience que la première fois, déjà dans sa boutique, j'avais été droguée. Et donc, l'ampleur du viol méritait sûrement plus de jours d'ITT que ça. Mais le médecin, à l'époque, on ne parlait pas encore de soumission chimique. Donc voilà. Et j'ai été arrêtée par ma RH 3 ans pour avoir le temps de me remettre. Et heureusement, parce que c'est exactement ce qu'il m'a fallu. Pendant ces 3 années-là, j'étais dans le brouillard total. Tout ceci a dû être extrêmement éprouvant, Fabienne. Alors, nous vous proposons de marquer une pause musicale comme nous le faisons à chaque émission. Cela vous permettra de souffler un peu, de vous remettre de vos émotions. Donc, je crois que vous avez choisi la musique du film Le Professionnel. Oui. Parce que, pourquoi ? Alors, je vais vous avouer avoir beaucoup entendu parler de ce film, mais ne l'avoir jamais vu. D'ailleurs, je le regarderai peut-être un jour. Je sais juste que à la fin, l'homme du film est mort. Et en fait, l'auteur des faits de mon viol est décédé lui aussi. Je pense qu'il était professionnel aussi dans sa monstruosité, parce que j'étais pas sa première victime, ça j'en suis sûre. Voilà. Et je suis très sensible à cette musique de film, donc elle me touche particulièrement. Donc nous écoutons la musique du Professionnel. Merci Fabienne et à tout de suite. Merci.
Et nous revoici dans La vie rêvée des femmes, animée par Sophie et Véro. En présence de Fabienne, notre invitée. Et Fabienne nous parlait de viol sous soumission chimique, suivi d'un second viol, cette fois en pure conscience. Fabienne, vous venez de nous dire qu'avant d'avoir le courage d'aller porter plainte, vous avez eu la force de reprendre une vie normale. Qu'est-ce qui vous a motivé pour enfin aller porter plainte au bout de 4 mois? Comme je disais, mon frère, et aussi peut-être montrer à ma fille que s'il t'arrive quelque chose d'injuste, il faut avoir la force de demander de l'aide, et la justice est censée être là pour ça. Pour mon cas, malheureusement, ça ne s'est pas passé de la façon que j'aurais pu avoir espoir. Alors, avant la pause musicale, vous avez dit que votre violeur était un professionnel, puisqu'on faisait allusion au film Le Professionnel. Qui était-il dans la vraie vie? Est-ce que vous avez su beaucoup sur lui et son entourage? Oui, oui. C'est que pendant mes 3 ans où j'ai été en arrêt de maladie, j'ai malheureusement dû aller en hôpital psychiatrique par moments, avec des allées et venues suivant mon état moral, puisque je me sentais quand même dans un état désastreux. Et j'ai des gens qui ont pu s'en apercevoir autour de moi et qui me donnaient des informations à me dire mais tu sais, ce qui t'est arrivé, c'est pas ta faute, puisque c'est quelqu'un qui est reconnu pour vraiment plusieurs délits. Et donc, on m'a raconté des histoires. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais quelqu'un m'a dit qu'il aurait déjà à plusieurs fait subir quelque chose d'horrible à une femme qu'ils auraient enfermée dans son bar. Bon, ça, voilà, hein, je sais pas. Après, il a été directeur d'une boucherie et les serveuses se sont plaints d'attouchements et de harcèlement sexuel. Donc, il a été viré de cette entreprise de restaurant, la boucherie. Et après, il a décidé de monter son propre commerce de fromage dans ma ville. Voilà. Mais il faisait beaucoup de bruit, voilà, c'était quelqu'un qui parlait très fort, qui picolait beaucoup. Et pourtant, quand je lui avais demandé pourquoi il avait un saladier de médicaments, il m'avait dit comme excuse, comme quoi il s'était fait greffer un foie et que en fait, il pouvait pas boire et qu'il essayait de modérer son alcool, mais il prenait les médicaments à vie. Voilà. Et ça aurait été l'excuse d'avoir autant de médicaments chez lui. Bon, c'est un menteur, hein, de toute façon, mais ça, c'est sûr. Et là, nous étions 4 mois après les événements. Vous avez porté plainte, donc. Mm. Est-ce que vous avez rencontré un médecin? Alors, à l'hôpital psychiatrique, déjà, on a essayé de me donner des calmants. Essayer d'évaluer un petit peu mon état psychologique et psychiatrique. On m'a dit au bout de 5 jours que je pouvais rentrer chez moi parce que j'avais aucun problème psychiatrique, mais que effectivement j'étais en détresse psychologique parce que j'étais en choc post-traumatique. Par la suite, j'ai été voir une avocate qui m'a dit que c'était très grave, que ça allait sûrement être une affaire où il prendrait plusieurs années de prison et qu'il me devrait 15 à 20 000 euros de dommages et intérêts. À l'époque, je m'en fichais complètement parce que moi, c'était pas mon souhait de gagner de l'argent. Mon souhait, c'était surtout qu'il ne recommence pas, qu'il se fasse soigner. Moi, je suis pas un monstre, donc moi, je demande pas à le tuer. J'avais même pas l'esprit de vengeance. J'avais surtout envie qu'on l'arrête, mais encore très naïve là-dessus, qu'on l'emprisonne et qu'on le soigne. Seulement, ça s'est pas passé comme ça, parce que du coup, moi, mon avocate m'a envoyé un psychiatre pour analyser. C'est ce qu'ils font, hein, ils analysent la victime autant que l'auteur des faits. De mon côté, il s'est avéré que j'avais le syndrome de l'abandon, ce qu'il m'a dit, mais que par contre, j'avais aucun problème psychiatrique. J'avais eu une vie très tumultueuse, marquée par pas mal de traumatismes, puisque je répète que je suis une fille d'Adas, mais une guerrière. Quelqu'un de très forte pour toujours rebondir, voilà. Et je devais dire à mon avocate qu'on avait tous les éléments pour que ça passe aux assises. Donc 4 mois après les faits, il n'y avait plus la possibilité d'apporter des preuves tangibles, hein, puisqu'il était évidemment trop tard pour faire une prise de sang, par exemple. Alors,
pensez-vous que votre histoire a été traitée à la légère, puisque Complètement. en décembre 2020, apparemment, le parquet a classé votre affaire Oui, sans suite. complètement, puisque lui, il a été pris en détention provisoire. À l'époque, quand j'avais porté plainte à la gendarmerie de Pornic, on m'avait dit: «Oh là là, mais de toute façon, on sait que c'est vrai, on est déjà depuis 1 an et demi à le suivre pour une affaire de drogue qui est entre Nantes, Pornic et Saint-Nazaire. Donc votre affaire de viol va se rajouter à cette affaire de drogue». Donc moi, j'étais au début confiante à me dire: «Mais c'est bon, quoi, ils vont de toute façon l'arrêter». Donc moi, je les ai laissés bosser, quoi. Et je me suis dit: «Je vais essayer de me remettre de tout ça», mais c'est très long de se remettre. Et en attendant, le dossier était tellement important au niveau de la drogue qu'il est parti à Nantes. Et j'ai voulu appeler une fois pour avoir des nouvelles. Et c'est là qu'on m'a dit: «Mais on l'a relâché la détention provisoire puisqu'il a nié. Et il n'y a rien qui prouve qu'il il dit pas la vérité. Et je vois pas pourquoi vous pensez qu'on va l'incarcérer.» Voilà. Et là, j'ai trouvé ça horrible de me traiter comme ça. Comme en fait, on me disait presque que j'étais une menteuse, qu'il fallait que je prouve mon viol, alors qu'ils ne m'avaient pas interrogé. Ils n'avaient pas interrogé ma fille. Ils n'avaient même pas pris mes vêtements que j'ai encore gardés dans un sac, parce qu'il y a des traces ADN. Ils ont même pas rien, enfin, ils ont pas enquêté, quoi. Je pense que leur affaire de drogue était beaucoup plus importante que mon affaire de viol, tout simplement. Donc, vous insurgez, faire entendre votre voix. Est-ce que vous avez pu le faire par la suite? Vous avez parlé? La seule manière que j'ai pu faire entendre parler de cette affaire, c'est par la presse. Parce qu'en fait, on m'a sollicité à passer dans Télé Nantes, Télé Matin avec Fabien Gonzalez. Je suis passée dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où il y avait l'invité Sandrine Josso et Caroline Darian, des femmes charmantes et courageuses. Ça m'a donné un premier élan pour pouvoir en parler et me sentir enfin reconnue victime. Donc, Madame la députée Sandrine Josso a par la suite proposé que je fasse partie des témoins du Parlement européen. On était 14. Donc, moi, en même temps, je me soignais avec des cures thermales, avec tout ce que je pouvais. Je prenais beaucoup de médicaments. Il faut savoir que j'ai déclenché une fibromyalgie suite à ce choc post-traumatique. J'ai pris 26 kilos. Moi qui, je rappelle, était très sportif, faisais attention à moi. La fibromyalgie m'a enlevé tous mes muscles. Je suis devenue grosse, donc je ne m'aimais plus. J'avais des pics suicidaires. Oui. D'ailleurs, j'ai fait une tentative, ce qui a horrifié ma fille, la pauvre. On a même essayé de me retirer la garde de ma fille. Mes beaux-parents ont essayé, donc, sauf qu'à l'ASE, on m'a reçue et on a bien vu que j'étais une très bonne maman, que j'avais plutôt besoin d'aide qu'autre chose. Et ça m'a permis d'avoir le déclic, de me relever et de me dire: non, ma fille, c'est tout ce qu'il me reste avec mon fils. Je vais m'en sortir. Donc en fait, plus ça devenait terrible et plus ça me donnait la hargne pour redevenir la guerrière que j'étais et combattre encore de plus belle. Mais j'ai pas été aidée par la justice. J'ai été aidée par le milieu médical et par le milieu des médias. Voilà. Mais cet homme n'a jamais été jugé. Non, puisque comme il est sorti de cette incarcération provisoire, je pense que beaucoup de gens lui en voulaient pour beaucoup de choses. Il devait de l'argent partout, on lui avait saisi son commerce. Donc ils l'ont retrouvé décédé avec beaucoup de bouteilles d'alcool chez lui. Et sur le coup, ça m'a effrayée parce que je me suis dit: aïe, j'aurai pas mon procès, c'est terminé pour moi. Je pourrai jamais faire reconnaître ce qui m'est arrivé. Et puis, il sera jamais puni. Mais de l'autre côté, je me sentais presque coupable. Est-ce de ma faute qu'il s'est suicidé? Et j'ai été obligée de retourner voir le psychiatre. J'étais à la fois très en colère et à la fois très apeurée et je pleurais beaucoup. Et j'ai pris conscience que non, ce n'était pas de ma faute. Bien sûr que non. Je reste victime. C'est évident. Oh. Les mots me manquent, les mots nous manquent. Pensez-vous que si l'affaire Mazan avait été dévoilée au grand jour avant votre histoire, vous auriez plus de crédit et que vous auriez été publiquement reconnu comme victime et réhabilité par un dédommagement financier, par exemple? Tout à fait. Parce que la soumission chimique, en fin de compte, on n'en parlait pas avant cette histoire. Et c'est bien le problème, c'est que moi, j'ai eu plusieurs conséquences qui ont fait abstraction à la vérité sur mon affaire. Malheureusement, j'ai vraiment peu de chance parce que, en fait, quand ils ont parlé de Gisèle Pellicot et de Caroline Darian aussi, qu'ils ont fait l'association
situation ne m'endort pas. Pour moi, c'était une grande satisfaction. J'étais très contente, enfin, qu'on parle de ça, parce que ça révélait au grand jour quand même que ce que j'avais vécu était vrai. Et moi-même, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai compris vraiment tout ça. Mais, et que j'en ai peut-être un peu moins voulu à la justice à l'époque, parce que c'est vrai que même si je reste aujourd'hui à payer des dettes, parce qu'il faut savoir que moi, pendant les 3 ans que j'étais en arrêt de maladie, j'ai rien géré du tout de mon compte bancaire, donc ni mes impôts, ni rien, parce que j'en étais incapable. De toute façon, j'étais hospitalisée. Mais eux, ils vous oublient pas, la banque. Donc, je me suis retrouvée avec 21 000 euros de dettes, c'est énorme. Heureusement, j'ai la chance d'avoir pu garder mon travail. Ceci dit, aujourd'hui, avec ma fibromyalgie, je travaille qu'à mi-temps thérapeutique. Je suis même pas sûre de ne pas être inapte par la MDPH, parce qu'on a fait un dossier à la MDPH, parce que ça m'a développé plusieurs pathologies. J'ai une phobie sociale, j'ai eu une dépression nerveuse sévère, j'ai la fibromyalgie qui est très invalidante. J'ai voilà, plusieurs choses qui font que pour moi, c'est compliqué aujourd'hui de garder mon travail à temps plein. Et voilà. Donc, je suis à terminer de payer ces dettes. Il me reste encore à peu près 4 000 euros. J'aimerais aujourd'hui écrire un livre, mais j'en ai pas les moyens. Parce que c'est aussi 4 000 euros que je devrais rajouter pour pouvoir faire écrire ce livre grâce à l'aide d'une personne qui est une auteure, voilà, une écrivain auteure, public, en fait. tout à fait, que j'ai choisi. Mais bon, donc je le ferai sûrement plus tard. Je ferai une biographie, donc j'en sortirai du bon de tout ça. Mais on va dire que la justice, non, m'a mis de côté. Pour l'instant, 6 ans après, on ne peut pas encore dire que vous ayez vraiment non. sorti du bon. Vous êtes encore Non, parce que dans les tout difficultés. à fait, parce que en fait, Sandrine Josso, la députée, m'a dit qu'il fallait que je fasse un dossier CIV. Et quand j'en ai parlé à mon avocate, qui est pourtant une très bonne avocate, par respect, je ne citerai pas son nom, puisqu'elle n'a pas eu du lieu, il n'y a pas eu de procès, elle m'a dit que malheureusement, elle ne pouvait pas faire ce dossier CIV, puisqu'il y avait un délai de 3 ans où je pouvais le faire. Mais il faut comprendre que les 3 années, moi, j'étais quand même dans un état tellement malade que je ne pouvais pas, j'avais pas l'esprit à gérer mon compte, donc j'avais pas l'esprit à faire ce dossier CIV. C'est trop court, 3 ans. Depuis, au Parlement européen, Sandrine Josso a enlevé cette loi où il n'y a plus la date butoir de 3 ans. Donc j'ai quand même pu faire avancer les choses pour les autres, pas pour mon cas personnel, puisqu'aujourd'hui, on me soutient encore que je ne peux pas faire ce dossier CIV, étant donné qu'il est décédé. L'auteur des faits est décédé. J'ai choisi de ne pas porter plainte contre ces 2 complices, parce que après, c'est ne plus finir et j'ai envie d'avancer. J'ai 55 ans aujourd'hui, de me dire que les années qui me restent, je vais les passer à faire autre chose de ma vie que de ressasser le passé. Et de rembourser les dettes. Ah bah, parce que dans un article, pardon, je vous coupe. Dans un article paru dans le Courrier du Pays de Ré le 25 juillet 2025, Marion Vallée, journaliste, a recueilli votre témoignage et à ce moment-là, vous lui avez parlé d'une cagnotte en ligne. C'est ça. Elle m'a proposé de faire une cagnotte Linchi. Elle m'a fait un super article, Marion Vallée. Je la remercie encore infiniment aujourd'hui. C'est une belle personne qui a tout de suite compris mon affaire. Je lui ai donné tous les justificatifs en main, puisque c'est vrai que d'annoncer un viol, il faut quand même pouvoir prouver un minimum les choses. Et avec une personne physique en face de soi, j'ai pu tout lui montrer. Donc, elle était vraiment atterrée de voir la malchance que j'avais eue dans mon dossier. Mais elle m'a proposé au moins de faire cet article qui, je comprends aussi les gens, n'a pas abouti au niveau de la cagnotte, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui font des cagnottes Linchi pour un oui ou pour un non. Ils sont très sollicités, les gens. Et aujourd'hui, on a peur avec tout ce qui se passe. On dit qu'on a un monde financier qui est fragile. Donc, les gens font attention à leur propre argent pour leurs propres besoins. Et ça, je le conçois. Donc, non, j'ai eu 105 euros, en fait, de cagnotte. Donc, je suis loin de rembourser les 4 000 euros qui me restent. Mais heureusement, j'ai encore mon emploi. Pour l'instant, je croise les doigts et j'essaye de le garder. Vous êtes seule dans la vie? Est-ce que vous voulez en parler? Seule, on va dire que, mais j'ai encore ma fille à charge qui compte faire des études, donc voilà, je la soutiendrai toujours. Après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable, Pascal, avec qui je suis en couple depuis 2 ans.
depuis que j'ai ma fibromyalgie d'ailleurs. Donc pour lui, c'est pas simple de soutenir une personne qui est malade, qui a subi un viol, qui en parle beaucoup. Il n'était pas forcément pour que je médiatise la chose parce que lui, il voudrait vivre une vie. Il est plus âgé que moi, il est à la retraite, une vie paisible. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix aujourd'hui, enfin, de tourner la page. C'est vrai que son impatience m'a permis aussi de me mettre la pression pour avancer. Et par contre, il m'a laissé tomber déjà 2 fois parce que c'est vrai que mes problèmes financiers font que il assume tout seul quand on veut faire quelque chose ou quand il fait les courses ou j'ai pas de moyens. Donc au bout d'un moment, il arrive à saturation et il revient toujours parce que l'amour est là. Donc, je m'empresse aujourd'hui de finaliser mes dettes aussi pour lui, pour pouvoir enfin solidifier mon couple, puisque je suis très amoureuse. C'est en fait, pour le mot de la fin, si on peut dire comme ça, terminer avec une note positive, parce que je suis quand même quelqu'un de très positive, hein, ça Bien se sûr. sent. Oui, ça se sent complètement. Solaire. Oui, Voilà. Ce que vous nous avez dit et ça se sent vraiment. Ouais. Donc, pour dire que en fait, cette histoire a été tragique et me marquera à jamais. Je le dirai si j'ai la chance d'écrire ce livre, mais aussi, je me battrai pour prévenir les autres, les jeunes filles, que si ça leur arrive, il faut porter plainte, mais pas que. C'est surtout quand vous révélez à quelqu'un ce qui vous est arrivé, ne lui dites pas garder le silence. La personne, je voudrais surtout parler aux personnes qui entendent des témoignages comme ça, de porter plainte à leur place ou d'envoyer la police. Moi, si cet ami avait envoyé la police chez moi quand je lui ai avoué ce qui venait de m'arriver, il m'aurait aidé. C'est de la prévention de dire aux gens, aidez, quand vous entendez quelqu'un vous révéler un viol, ne soyez pas dans le déni, vous aussi, à rien dire. Donc voilà, et la positivité de mon histoire, c'est que aujourd'hui, j'ai su me faire soigner par une thérapie de syndrome de l'abandon dont j'étais victime. Donc aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus forte avec tout aussi ce que je mets en place pour plus que m'arrive rien. C'est vrai que j'ai encore du mal à sortir. J'ai encore un peu de phobie. Des fois, j'ai peur de l'inconnu. Mais au moins, je me protège plus que d'habitude. Je suis moins naïve, on va dire. Et je me sens bien puisque on m'a soignée pour la fibromyalgie avec un nouveau programme qui est de la neurobulation crânienne, qui m'a enlevé la dépression nerveuse. Ça consiste en quoi? C'est un casque qu'on vous met sur le crâne, qui vous envoie des électrodes au cerveau et qui vont rétablir plus ou moins le système nerveux qui a été fragilisé. Donc pour les gens qui ont des addictions ou qui ont une dépression nerveuse ou qui ont une fibromyalgie, voire la maladie de Parkinson. Et moi, je peux dire que quand j'ai sombré, je me suis mise à fumer. J'ai eu un passage très, très compliqué parce que l'hôpital psychiatrique, ce qui était affreux, c'est que moi, je me retrouvais enfermée. Oui. Et l'auteur des faits, lui, il était libre. Donc, c'était le monde à l'envers. Le paradoxe. Donc, oui. Donc, moi, je me suis sentiment d'injustice. Mais c'est complètement injuste. Oui. Et je me suis retrouvée avec des gens qui allaient pas bien, qui fumaient clope sur clope. Moi, qui fumais pas. J'avais même pas droit aux bonbons. J'avais pas droit au maquillage, à rien. Je me suis raccrochée à la cigarette comme tout le monde. Et je suis sortie de l'hôpital psychiatrique en étant fumeuse. Donc, bon, heureusement, aujourd'hui, je bois plus, je fume plus. J'ai repris le sport, un minimum, parce qu'avec ma fibromyalgie, je fais ce que je peux. Mais voilà, je suis passée tellement par des étapes affreuses qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de renaître et d'entamer une nouvelle vie beaucoup plus saine qu'avant et beaucoup plus... Apaisée et armée surtout. Armée, oui, aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un de très forte. On a toujours appelé la guerrière, mais je pense qu'effectivement, j'en suis une. On confirme. Et puis, le fait de passer dans cette émission, voilà, c'était pour vous, vous l'avez dit. Le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Une façon de tourner une page, en fait. Ça clôture un petit peu, puisque j'ai décidé de plus médiatiser cette affaire que tout le monde connaît aujourd'hui. Je pense que pour certaines personnes, c'est un fait divers comme un autre. Et on en entend tellement, malheureusement, de faits divers aujourd'hui tragiques qu'il y a des gens qui passent à côté en se disant simplement c'est triste. Vous forcez l'admiration. Vraiment, Sophie et moi, nous sommes très admiratifs de votre
courage de témoignage. Oui, très j'aimerais ému. que ça serve au moins à quelque chose. Oui, Je n'ai pas forcément envie qu'on pleure sur mon sort. J'ai plutôt envie qu'on prenne exemple dans le sens, j'ai pas de leçon à donner, mais de apporter de l'aide pour dire il faut toujours garder espoir, parce que moi j'ai cru en mourir. Et puis en fait, savoir qu'avec le temps, c'est vrai que ça s'arrange. Avec le temps, on s'en sort et on est encore plus fort. et Votre témoin. nous avons recherché un petit peu quel livre il pourrait y avoir sur le sujet. J'ai trouvé La Nuit des Hommes aux éditions Lattès qui relate une enquête sur la soumission chimique et qui rapporte des témoignages. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les témoignages sont importants, il y en a beaucoup, trop. Mm. Et donc, voilà, lisez ce livre. Et puis, je voudrais aussi attirer l'attention de nos auditrices et de nos auditeurs sur un documentaire qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle Éduquons nos fils. Et sur ce documentaire, on voit des hommes qui éduquent leurs fils pour leur apprendre que quand on est un homme, on n'est pas obligé d'être violent, en fait. Ouais. On n'est pas obligé d'être viril et que l'homme peut avoir un côté doux. Ouais. Et que si on éduque mieux nos fils, C'est ça. peut-être un jour arrivera-t-on à supprimer la violence Tout à du fait. monde. Et voilà, très beau documentaire. On y voit notamment Mathieu Thomé, qui est coach de vie et qui, lui, revendique le droit à la non-virilité. Oui, Voilà. Et c'était un peu, c'est une façon un peu de dire, on vous a écouté, Fabienne, on vous a entendu, mais tournons-nous aussi vers l'avenir. Et l'avenir, c'est peut-être espérer qu'un jour, ça n'arrivera plus, en fait. grâce à la parole. Voilà. Donc nous pouvons nous permettre de penser que notre émission sera le tremplin vers un nouveau départ, une nouvelle vie, que la chance va vous accompagner. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite du fond du cœur, Fabienne. Oui, merci beaucoup. Donc peut-être que si vous n'avez rien à rajouter, il est peut-être le moment de clôturer cette émission. Voilà, nous avons senti beaucoup d'émotions en vous écoutant. Un grand merci vraiment, Fabienne. On vous souhaite une belle vie. Merci beaucoup, Sophie, merci Véro, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère qu'on aura de vos nouvelles et qu'elles seront positives. Avec plaisir. Merci beaucoup, Fabienne, vraiment. C'était un grand moment. Pour moi aussi, plein de partage. Et nous nous Merci. retrouverons comme d'habitude le mois prochain, le premier mercredi de chaque mois à 15h pour une nouvelle émission. Au revoir, Véro. Au revoir, Fabienne. Au revoir Sophie, au revoir Fabienne. Au revoir, Merci Véro, bien. Au revoir Sophie.